Alors bonjour à tous, donc je suis Sébastien Deleuze, je travaille chez Pivotal en tant que committer sur Spring Framework, donc le cœur du framework, et je suis également Dart Google Developer Expert. Aucun rapport entre les deux, je vous rassure. En deux mots, pour faire un tout petit peu de pub et montée, mais surtout pour expliquer, parce qu'on me pose souvent la question, Pivotal, c'est la boîte qui embauche la plupart des core committers des projets Groovy, Redis, Spring, Cloud Foundry, Tomcat et RabbitMQ. Voilà. On fait du cloud, du big data et de l'open source. Alors, qu'est-ce que Spring Boot? Il y a une phrase de Josh Long qui bosse chez Pivotal que j'aime bien, qui dit que Spring Boot, ça permet de faire du pair programming avec l'équipe de développement de Spring. C'est-à-dire que on essaie de proposer un ensemble de comportements par défaut qui correspondent à la façon dont nous, développeurs du framework, on aurait développé des applications Spring. Donc, ce que n'est pas Spring Boot, c'est un outil pour faire du prototypage uniquement. Ça n'est pas uniquement. Vous allez voir qu'avec Spring Boot, on va lancer les applications avec un container de servlet embarqué. C'est pas uniquement comme ça qu'on peut lancer les applications. Vous pouvez très bien, si vous avez des contraintes de prod qui le nécessitent, continuer à utiliser des WAR comme vous en aviez l'habitude. Spring Boot, c'est pas un Spring au rabais, c'est-à-dire que vous allez pouvoir développer facilement des applications basées sur Spring, tout en utilisant toute la puissance du framework. Ça va juste proposer des comportements par défaut et des choses qui vont permettre de démarrer plus facilement. C'est en aucun cas une version moins puissante de Spring. Et c'est pas uniquement pour les débutants. Avec Spring Boot, on peut concevoir des petites applications prototypes rapides, comme on peut concevoir des applications énormes de 4000 jours hommes. Voilà, c'est pas uniquement pour les petits projets. Alors, ce qu'est Spring Boot? Spring Boot, ça va être un runtime qui va vous permettre de démarrer rapidement des applications basées sur Spring. Ça va proposer un certain nombre de prérequis nécessaires au développement d'applications par défaut. Ça va proposer pas mal de fonctionnalités par défaut, mais ça va vous permettre aussi de les personnaliser facilement. En fait, dans Spring Boot, tout ce qui va être défini par défaut va pouvoir être personnalisable ou désactivable très facilement. Il n'y a absolument rien de ce qui est proposé dans Spring Boot vous ne pouvez pas déploguer facilement. Donc ça, c'est super important parce que souvent, les outils qui permettent d'aller plus vite, c'est super en mode démo, et puis quand vous allez être dans une vraie application avec des besoins de personnalisation très poussés, vous allez être bloqué. Là, ça sera jamais le cas. Et ça propose une approche convention plutôt que configuration. Spring Framework, quand vous l'utilisez directement, c'est très puissant, on peut tout personnaliser, mais c'est aussi assez long à configurer. Parce que la philosophie du projet Spring Framework, c'est de vous proposer tout un tas de possibilités sans trop prendre parti. Là, Spring Boot, c'est en fait complètement l'opposé, c'est-à-dire qu'il y a des partis pris qui sont pris à chaque niveau et ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus rapidement. Donc pour commencer une application basée sur Spring Boot, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller sur start.spring.io. Vous avez un petit formulaire qui va vous permettre de générer une archive zip avec un projet. Vous choisissez si c'est un projet Maven ou Gradle. Vous choisissez les différents modules que vous voulez utiliser. Et puis vous allez télécharger un projet que vous allez importer après dans votre IDE. Donc c'est la façon la plus rapide de commencer un projet basé sur Spring Boot. Spring Boot, il est basé sur la notation @conditional qui a été introduite avec Spring 4. Et @conditional, ça va vous permettre de générer des configurations. Donc @configuration, c'est pour faire de la configuration de type Java config, donc sans XML. Et ça va vous permettre de conditionner l'application de cette configuration à des conditions. Par exemple, dans Spring Boot, vous avez le conditional on class qui va appliquer une configuration si la classe object mapper de Jackson est détectée sur le class path. Vous avez également du conditional on missing bin. Si le bin appelé Groovy Template View Resolver n'est pas présent, alors la configuration va s'appliquer. Donc vous avez comme ça une dizaine d'annotations conditionnelles qui sont utilisées. En fait, c'est avec ça que dans le cœur de Spring Boot, nous, on a implémenté les comportements que vous allez observer par défaut, mais c'est aussi quelque chose qui est disponible pour vous quand vous développez vos applications avec Spring Boot. Vous allez pouvoir, pour les bins que vous créez ou la configuration que vous voulez appliquer, utiliser ces annotations conditionnelles pour appliquer tel conf en fonction de tel ou tel critère. Donc c'est assez pratique. Donc, assez parlé, on va passer en mode démo. Voilà, la résolution n'est pas extraordinaire, mais on va essayer de se débrouiller. Donc, j'espère qu'on va voir quelque chose. Donc, j'ai une application Spring Boot. Là, c'est du Gradle, mais vous avez la possibilité de faire du Maven. Il y a un plugin Gradle, il y a un plugin Maven, vous faites comme vous voulez.
Donc là, j'ai une application Spring Boot qui va utiliser un starter Spring Boot Starter Web. Et en fait, vous allez voir que c'est une application qui est assez simple. Donc en fait, c'est une application qui est composée d'un main. Donc pour lancer une application Spring Boot, par défaut, on va utiliser un container de servlet embarqué Tomcat. Vous pouvez également utiliser Jetty. C'est annoté @configuration pour dire que c'est une configuration. Component scan, c'est pour scanner notamment là le contrôleur qu'on va implémenter tout à l'heure. Et puis le enable auto configuration, c'est une notation qui dit justement à Spring Boot, mets en place ta conf par défaut, je veux une application avec toutes les conventions que tu proposes. Et donc pour lancer cette application-là, je vais simplement faire un run de l'application. Je vais lancer le main, je n'ai pas besoin de créer un runtime, Tomcat, etc. Voilà, donc c'est une approche qui se rapproche un peu de tout ce qu'on peut voir dans les autres technologies que Java en fait, concrètement. Voilà, il est lancé. Je peux également, j'ai un plugin Gradle, j'ai également le même plugin qui existe en Maven. Le lancer comme ça avec un Gradle boot run. Voilà, magnifique. Mon application est lancée. Mais je peux aussi, donc là je vais builder mon application. Je peux le lancer avec une simple commande java-jar. En fait, Spring Boot, en fait, il est fourni avec un plugin qui va en fait intégrer toutes vos classes et toutes les dépendances de votre projet dans ce qu'on appelle un fat jar, qui va contenir un peu comme un war l'ensemble des dépendances. Et du coup, pour lancer une application Spring Boot, je vais faire un java-jar. Voilà, je fais un java-jar du jar que je viens de builder et c'est tout. Donc quand vous le déployez dans le cloud ou sur des serveurs, vous avez juste besoin d'un runtime Java. La commande pour lancer, c'est java-jar. Et puis voilà, donc quand vous déployez dans des passes ou sur un serveur, c'est quand même super pratique. Donc on va implémenter quand même un petit bout de quelque chose. Donc là, on a un home controller donc, qui est automatiquement scanné par notre notation component scan. Donc je vais rajouter une annotation REST controller. Donc pour ceux qui font déjà du Spring MVC, REST controller, ça a été introduit en Spring 4. Et c'est pareil que @controller, sauf que vous n'avez pas à rajouter @response_body sur chacune de vos méthodes. Donc ça permet juste d'aller un peu plus vite. Je crée un request mapping sur la racine. Voilà, donc je vais faire un hello world. Magnifique. Hop là, qui return hello world. Hop là, mon Dieu. Donc je vais lancer mon application. Je vais vérifier avec mon navigateur. Hop. Donc je vais sur localhost. Magnifique, j'ai mon hello world. Ensuite, je vais rajouter ce qu'on appelle un autre starter. Donc je vous ai dit, il y en avait pas mal. Je vais rajouter le starter qui s'appelle Actuator. Donc Actuator, c'est un ensemble de web services JSON qui sont en fait implémentés par défaut. Donc là, je mets la... Hop là. Compile, ça sera mieux. On va mettre à jour la configuration. Et donc, les actuators, ça va implémenter par défaut des web services JSON qui va vous renvoyer des données assez utiles, comme par exemple, je vais vous montrer ça. J'espère que je n'ai pas redémarré trop tôt. Voilà. Par exemple, si je vais sur /bin, je vais avoir en JSON l'ensemble des bins de mon application Spring. Si je vais sur /dump, j'ai un thread dump en mode JSON. Si je vais, j'ai aussi des endpoints en mode plus DevOps. Voilà, ça c'est bon là c'est une version simple, mais ça peut être personnalisé si j'ai des surveillances qui se mettent en place pour vérifier que mon application va bien. Ou j'ai encore la liste de mes mappings Spring MVC. Donc là on voit qu'il y a mon mapping Hello World qui est reconnu, ainsi que d'autres handlers qui sont implémentés automatiquement par les actuators que je viens d'ajouter. Donc vous avez comme ça des endpoints JSON qui vont vous donner plein d'informations sur votre application, et notamment par exemple quand vous avez un bin qui n'est pas reconnu ou un mapping qui ne fonctionne pas comme il faut, c'est super pratique pour vérifier tout ça. Donc je vais ensuite implémenter un test d'intégration. Donc là je vais utiliser la notation integration test. Hop là, avec serveur port égale 0. Donc serveur port égale 0, ça va demander à Spring Boot de trouver un port de libre et de l'injecter. Donc là, je vais l'injecter
tac. Voilà. Hop. Dans un champ serveur port. Voilà. Et là, donc, je vais utiliser un client REST. Voilà, tac. Donc, je vais taper mon URL localhost, 2 points. Là, je vais utiliser donc mon port que je viens d'injecter. Je vais lui dire le type d'objet que j'attends, donc je veux qu'il me l'envoie. Voilà. Et donc là, je vais faire un assert. Je vais vérifier que donc ça vaut bien hello world. Hop. Hop. Voilà. Et que ça, c'est bien égal. Donc. Je m'embête parce que j'ai oublié. Ah oui, assert equals. Merci. Donc. Tac, tac, tac. Et voilà. Donc je lance mon test. Magnifique. Maintenant, je vais rajouter un autre starter qui est sympa, qui est le starter Remote Shell. Donc le starter Remote Shell, ça va rajouter une console SSH à mon application. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Alors, je mets à jour mon truc. Voilà. Donc là, je vais agrandir un petit peu. Je vais lancer mon application. Donc là, je vais récupérer le mot de passe qui se trouve. Donc en fait, ça va lancer. On va se mettre là. Voilà, le mot de passe, il est là. Donc je récupère ce mot de passe qui était généré automatiquement. Je vais sur mon petit terminal. Ok, on va faire un peu le ménage. Voilà, donc là je vais me connecter. Ah. Petit problème. Alors, pourquoi il n'est pas content? Tchouk, tchouk. Ah oui, j'ai lancé le test. On relance l'application. C'est mieux. Ah, du coup, il faut que je chope le mot de passe. En fait, quand je lui en propose, quand je configure pas de mot de passe, ils m'en génèrent un par défaut automatiquement. Voilà. Et donc là, j'ai accès à un ensemble de commandes. C'est un peu comme les endpoint JSON, sauf que là, on est en mode SSH. Et je vais par exemple avoir une console qui est un peu comme Top, si vous connaissez Top ou HTOP dans les systèmes Linux. Là, je vais avoir la même chose, mais pour mes threads, en fait. Je vais avoir la liste de mes threads qui consomment comme CPU, l'état de ma JVM, la version, etc. Donc c'est assez pratique. C'est assez pratique comme outil. Et puis, je vais finir par vous montrer comment on personnalise les choses au niveau de la configuration. Hop. Donc en fait, dans les applications Spring Boot, vous avez souvent un fichier de configuration qui va être application properties ou application.yaml. Et par exemple, si vous souhaitez personnaliser le port de votre application, vous allez rajouter ce genre de configuration. Et si vous voulez, par exemple, personnaliser le login, vous allez préciser login, level, et là vous allez préciser que sur le package org Spring Framework, hop là, web, je veux du debug par exemple. Voilà. Vous n'avez pas besoin de créer un fichier de configuration et ça va automatiquement appliquer ça à Log4j ou à Logback en fonction de ce que vous utilisez. Donc là je relance mon application.
Et donc là, normalement, sur 88, voilà, mon application, elle tourne là-dessus. J'ai quasiment plus de temps, c'est juste pour vous montrer vite fait qu'il y a pas mal de guides qui sont disponibles sur Spring.io, donc n'hésitez pas à regarder, c'est tous des guides qui sont basés sur Spring Boot. Et je finirai cette présentation en vous conseillant, pour ceux qui font des applications Spring, pour moi en 2014, ça sert à rien de commencer une application Spring sans utiliser Spring Boot. C'est vraiment utilisable pour tous les projets, que ce soit petits ou des gros projets. Donc mon conseil, c'est faites du Java 8, Spring Framework 4.1 et Spring Boot. Et voilà. Merci beaucoup. J'ai pas vu d'auto-reload. Il y a un système d'auto-reload dans le système? Oui, alors il y a Spring Loaded qui est intégré par défaut. Donc Spring Loaded, c'est un système qui permet de faire un petit peu comme JRebel, mais c'est beaucoup moins perfectionné. JRebel, c'est vraiment utilisable pour tout type de modification et c'est ultra costaud. Spring Loaded, c'est un peu le même type de fonctionnement. Il y a un agent Java qui va vérifier les modifications. Et voilà, là j'ai pas activé, mais ça marche. C'est encore en... C'est pas fiable dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il y a certains types de modifications qui ne sont pas pris en compte. Voilà. Mais il y a effectivement un équivalent gratuit, moins puissant fonctionnellement de JRebel qui s'appelle Spring Loaded. Et la plateforme Spring Boot, elle a été construite que pour Java ou d'autres langages de la JVM sont accueillis dessus, supportés? Il y a pas mal d'applications qui tournent en Groovy. Forcément. Après, c'est pas forcément lié à Java. Hein. Il y a d'autres langages qui peuvent être utilisés, mais actuellement, moi, je l'ai surtout vous utiliser pour du Java et Groovy principalement. Mais après, on peut faire du Scala tout à fait avec Spring Boot. Il y a aucun, on peut utiliser d'autres langages sans souci. On a encore un peu de temps pour une autre question. N'hésitez pas. Est-ce que c'est possible d'intégrer Spring Boot avec des applications déjà existantes? Spring. Oui, c'est tout à fait possible. Après, du coup, ça va dépendre du type de configuration que vous avez mis. C'est-à-dire que si les configurations que vous avez mis correspondent à peu près au standard Spring Boot, ça va marcher direct. Si vous avez, de la configuration avancée, il y a quand même des grandes chances que ça marche parce que la façon dont Spring Boot fonctionne, c'est si vous n'avez rien défini. Vous avez vu, les annotations arrobas conditionnelles, ça met tout un tas de fonctionnements conditionnels. Donc, par exemple, s'il n'y a pas de configuration Jackson, Spring Boot va en définir une. Si vous avez déjà défini votre configuration Jackson, il ne va pas la rajouter. Donc, même pour des applications existantes, Spring Boot il a été conçu pour que ça marche facilement, c'est-à-dire qu'il va automatiquement débrancher ces configurations par défaut si vous avez défini quelque chose. Par exemple, si vous avez une application Spring 4 qui utilise @enableWebMVC, qui est une annotation Spring MVC qui permet de faire un certain niveau d'autoconfiguration moins poussé que Spring Boot, mais qui permet déjà d'avoir ça, ça va marcher automatiquement, parce que lui, il ne va pas automatiquement enregistrer toute sa conf par défaut. Donc, Ok, c'est une version Spring 4 minimum pour utiliser Spring Boot? Oui, Spring Boot 1.0 et 1.1, c'est du Spring 4.0 qui est fourni avec. Et Spring Boot 1.2 qui sort à la fin du mois, ça va être du Spring 4.1. Mais effectivement, c'est basé sur Spring 4. Ouais. Moi, j'ai une question sur les temps de démarrage. C'est-à-dire que quand, là, c'est des exemples, donc ça démarre très rapidement, mais quand on aura beaucoup de classes, beaucoup de contrôleurs, etc., il peut y avoir, surtout sur l'enable autoconfiguration, enfin tout ce qui va être chargé au démarrage, est-ce que ça ne va pas alourdir tous les temps de démarrage, tout ce qui se configure automatiquement? Non, les éléments de configuration qui ont été rajoutés, ça alourdit, c'est quasiment négligeable dans les temps de démarrage. Les temps de démarrage, on les a pas mal analysés ces derniers temps, et c'est surtout dû au class path scanning, et puis après à tout l'outillage qui est fait au niveau les proxys qui sont créés au niveau des bins, etc. Mais non, ça joue pas trop, voire même une application Spring Boot aura tendance à démarrer plus rapidement qu'une application Spring tout court, parce qu'en fait, il y a des optimisations qui ont été faites, notamment le class path scanning de Tomcat qui peut être assez lent, notamment avec du Servlet 3.0 où il scanne toutes les classes pour juste trouver une petite classe qui remplace web.xml. Ça a été viré, et donc voilà, il y a des trucs comme ça qui ont été optimisés. Donc le Tomcat et le Spring qui sont inclus dedans, ils ont été configurés de manière
à ce que ça démarre plus vite. Donc ce qu'on observe, c'est plutôt des temps de démarrage plus rapides. Ok, moi c'était mon inquiétude parce que justement avec Servlet 3.0, j'avais tendance à augmenter. Tout à fait. Tout à fait. Donc là, vu qu'en gros on a plus la main sur le conteneur, on s'est débrouillé pour optimiser ça, pour que ça aille effectivement beaucoup plus vite. C'est bon ? Bon, merci.